La pluie tambourinait sur les parapluies noirs de la foule. Lorraine Cardwell regarda le cercueil contenant le corps de son grand-père descendre et sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Garrett Cardwell, l'homme qui avait créé de toutes pièces l'une des plus grandes entreprises de construction de la région, était décédé 3 jours plus tôt. Des personnes vêtues de noir l'entouraient, employés de l'entreprise, partenaires commerciaux, élus locaux. Nombre d'entre eux étaient sincèrement en deuil pour Ashfield. La perte de Garrett a été un coup dur. Laurie lissa une mèche de cheveux noirs et sentit une main sur son épaule. En se retournant, elle aperçut Tessa, son amie d'enfance venue d'un état voisin pour la soutenir. « Comment vas-tu » demanda doucement Tessa. « Je vais bien » mentit Laurie, avalant la boule dans sa gorge. En réalité, elle se sentait dévastée. Son grand-père avait été son roc depuis la mort de son père, 12 ans plus tôt. Il lui avait tout appris sur les affaires, sur la vie, sur l'autonomie. Laurie jeta un bref coup d'œil à sa mère. Veronica Hastings née Cardwell se tenait à côté de son mari, Roland. Élégante, grande, avec une coiffure parfaite que même la pluie ne pouvait abîmer, elle semblait plus bouleversée que terrassée par le chagrin. Roland, un homme trapu aux cheveux clairsemés et au regard attentif, tenait un parapluie au-dessus d'eux. Son visage était impassible, mais Laurie remarqua qu'il jetait régulièrement un regard appréciateur aux personnes présentes, comme s'il comptait ses alliés potentiels. Les souvenirs me sont revenus en masse. Laurie se souvient que son grand-père venait la chercher à l'école dans sa vieille camionnette lorsque sa mère était trop occupée. Il a toujours trouvé du temps malgré le fait qu'il dirigeait une entreprise de plusieurs millions de dollars. L'entreprise ne va pas disparaître dans quelques heures, Laurie Birdie, mais ton enfance est éphémère, disait-il alors qu'il partait manger une glace. Après la mort de son père alors qu'elle avait 14 ans, c'est son grand-père qui l'empêcha de se replier sur elle-même. Il l'a emmenée sur des chantiers de construction, lui a montré comment lire des plans et lui a expliqué les subtilités de la gestion d'une entreprise. Un jour, tout cela sera à toi, Laurie. Sois prête. Et puis Roland est apparu. Il s'agissait d'un consultant financier engagé pour optimiser certains processus de l'entreprise. Au début, Laurie appréciait même son approche commerciale et ses suggestions concrètes. Mais quand, 6 mois après leur rencontre, il a commencé à sortir avec sa mère, quelque chose en elle s'est alarmé. C'était trop rapide, trop pratique. Véronique, qui avait perdu son mari, semblait trouver du réconfort dans les bras de Roland. 8 mois plus tard, ils se mariaient. Laurie avait 16 ans à l'époque et elle avait le sentiment que sa mère trahissait la mémoire de son père. Un fossé s'est formé entre eux, qui n'a fait que s'élargir au fil du temps. Il est temps, murmura Tessa, interrompant les souvenirs de Laurie. La cérémonie était terminée. Les gens ont commencé à se disperser. Beaucoup se sont approchés de Laurie pour lui présenter leurs condoléances et lui parler de l'homme merveilleux qu'avait été son grand-père. Elle a hoché la tête et les a remerciés, mais ses mots sont entrés par une oreille et sont ressortis par l'autre. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Lorraine, la voix de sa mère l'a sortie de sa stupeur. On rentre à la maison. Tout est prêt pour la veillée funèbre. Laurie hocha la tête sans la regarder. Au cours de l'année écoulée, ils avaient surtout communiqué lors d'événements familiaux. Après l'université, Laurie est retournée à Ashfield et a commencé à travailler pour l'entreprise de son grand-père, mais elle vivait séparément dans un petit appartement du centre-ville. Sa mère désapprouvait sa décision de commencer au bas de l'échelle, comme le disait Laurie. Roland a qualifié cela d'auto-torture insensée et lui a proposé un siège au conseil d'administration, mais Laurie a refusé. Elle voulait gagner le respect de ses employés, et non pas que tout lui soit servi sur un plateau d'argent. La maison Cardwell, un immense manoir victorien sur une colline surplombant la ville, était remplie de monde. Laurie s'y sentait à la fois chez elle et comme une étrangère. Après le mariage de sa mère et le déménagement de Roland, l'atmosphère a changé. Il y avait de nouveaux tableaux, de nouveaux meubles, même l'odeur était différente, des bougies parfumées chères au lieu de l'odeur familière du tabac et des vieux livres de son grand-père. Laurie se tenait à la fenêtre du salon, regardant Roland parler au maire et au directeur de la banque locale. Il hochait la tête de temps en temps et jetait un coup d'œil dans sa direction. Ici, Tessa lui tendit un verre de whisky. Tu as besoin de ça. Merci. Laurie prit une gorgée et grimaça. Je n'arrive toujours pas à y croire. Il semblait si indestructible. Le cancer ne choisit pas, dit doucement Tessa. Mais 3 mois, c'était trop rapide. Laurie hocha la tête. Son grand-père avait été diagnostiqué il y a seulement 3 mois et,
malgré un traitement dans la meilleure clinique de l'État, la maladie avait progressé rapidement. Il était resté conscient jusqu'au dernier jour mais avait été alité pendant les 2 dernières semaines. Tu sais ce qui est étrange, demanda Laurie en fixant le liquide ambré dans son verre. Il ne m'a pas parlé de l'entreprise. Pendant toutes ces années, il n'a cessé de me répéter qu'il me préparait, et le moment venu, rien. Pas un mot sur la suite. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas être un fardeau pour toi, suggéra Tessa. Peut-être, répondit Laurie avec incertitude. Mais ça ne lui ressemble pas. Il était toujours direct. Dis ce que tu penses et pense ce que tu dis était sa phrase préférée. Du coin de l'œil, Laurie remarqua que Roland se séparait du groupe d'hommes et se dirigeait vers une petite plateforme surélevée dans le coin du salon où se trouvait habituellement le piano. Quelqu'un tapota une fourchette sur un verre, faisant signe de se taire. Peu à peu, les conversations se sont tues. Amis, collègues, famille, commença Roland en regardant autour de lui la foule rassemblée. Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel, Gareth Cardwell. Laurie se tendit. Quelque chose dans le ton de Roland semblait hypocrite, comme s'il récitait un discours appris par cœur. Gareth n'a pas seulement créé une entreprise, a poursuivi Roland. Il a laissé un héritage. Cardwell Construction emploie plus de 500 personnes dans notre ville, participe à des projets caritatifs et soutient des initiatives locales. Le beau-père de Laurie s'arrêta, comme s'il rassemblait ses pensées. En ces temps difficiles, beaucoup d'entre vous s'interrogent sur l'avenir de l'entreprise. Je tiens à assurer à tous ici que Cardwell Construction continuera à fonctionner dans le même esprit et avec les mêmes valeurs que Gareth a établies. Laurie fronça les sourcils. Pourquoi parlait-il de ça maintenant? Et pourquoi avait-il l'air d'avoir déjà pris une décision? Après beaucoup de réflexions et de discussions en famille, Roland posa sa main sur l'épaule de Véronica alors qu'elle s'approchait. Véronica et moi sommes arrivés à la conclusion que, pour préserver l'héritage de Gareth, je devais reprendre la direction de l'entreprise. Un murmure silencieux parcourut la pièce. Laurie sentit le sang lui monter au visage. Des discussions familiales? De quoi parle-t-il? Personne n'a discuté avec elle. En tant que conseiller financier en chef de Cardwell Construction depuis 8 ans, Roland a continué, sans remarquer ni ignorer la réaction de Laurie. Je connais tous les aspects de l'entreprise et je suis prêt à assumer cette responsabilité. Quelle absurdité, murmura Laurie en serrant son verre si fort que ses jointures devinrent blanches. Laurie, murmura Tessa en guise d'avertissement, mais il était trop tard. Excusez-moi, dit Laurie d'une voix forte en faisant un pas en avant. Quelle discussion familiale? Personne n'a discuté avec moi. La pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle. Véronique sourit avec tension. Chère Lorraine, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est quand, maman, interrompit Laurie. Quand toi et Roland aurez tout décidé. Grand-père m'a préparé à diriger l'entreprise toute ma vie. J'y travaille depuis 4 ans, en commençant par le bas de l'échelle pour comprendre tous les aspects de l'entreprise. Roland resta calme, mais Laurie vit le muscle de sa mâchoire se contracter. Lorraine, je comprends votre frustration, dit-il sur le ton qu'il utilisait habituellement avec les entrepreneurs désobéissants. Mais diriger une entreprise de cette taille nécessite une expérience qui vient avec l'âge. Votre grand-père appréciait votre enthousiasme, mais il comprenait également la nécessité d'un leadership expérimenté pendant cette période de transition. Ne parle pas au nom de mon grand-père, rétorqua Laurie. Tu n'as aucune idée de ce qu'il voulait. Lorraine, s'exclama Véronique. Arrête tout de suite. Tu te ridiculises devant tout le monde. Laurie jeta un coup d'œil autour de la pièce. Certains invités regardaient le sol, d'autres observaient la scène se dérouler avec un intérêt non dissimulé. Parmi eux, elle remarqua Malcolm Pierce, l'avocat de la famille, qui lui fit un clin d'œil inattendu. C'était tellement inapproprié que Laurie fut déconcertée pendant un instant. Le testament sera lu demain à mon bureau, dit calmement Malcolm, s'adressant à toutes les personnes présentes. Je pense que cela clarifiera beaucoup de questions. Peut-être devrions-nous maintenant revenir à l'objectif initial de notre rassemblement, honorer la mémoire de Gareth. Roland hocha la tête, mais Laurie vit de l'irritation dans ses yeux. Bien sûr, Malcolm. Tu as raison. Il se tourna vers les invités et continua à parler des réalisations de Gareth. Mais Laurie n'écoutait plus. Son attention fut attirée par le geste de Malcolm l'invitant à entrer dans la pièce voisine.
Je m'excuse pour cette scène, a déclaré l'avocate alors qu'ils étaient seuls dans le bureau de son grand-père. Mais je ne pouvais pas laisser Roland continuer dans cette voie. Que se passe-t-il, Malcolm, demanda Laurie. Pourquoi sont-ils si sûrs? Grand-père t'a parlé de ses projets? Malcolm, un homme âgé aux yeux perçants derrière des lunettes à monture d'écaille, étudia son visage pendant un moment. Je ne peux révéler aucun détail avant l'annonce officielle, a-t-il finalement déclaré. Mais je vais vous dire ceci, votre grand-père était un homme très sage et très réfléchi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devriez être dans mon bureau demain à 10 heures du matin. Malcolm répondit, et si je peux vous donner un conseil, ne vous disputez plus avec Roland aujourd'hui. Qu'il pense qu'il a gagné. Laurie voulait poser plus de questions, mais la porte du bureau s'ouvrit et Véronica entra. Son visage était tendu. Te voilà, dit-elle en ignorant Malcolm. Nous devons parler. L'avocat fit un signe de tête-tact aux deux femmes et quitta la pièce en fermant fermement la porte derrière lui. Qu'est-ce que c'était? Demanda froidement Véronica dès qu'ils furent seuls. Comment as-tu pu faire une telle scène lors de la cérémonie commémorative de ton grand-père? Comment vous et Roland pourriez-vous faire des déclarations sur l'avenir de l'entreprise sans en discuter avec moi? Laurie rétorqua, grand-père disait toujours. Assez parlé de ce que grand-père a dit, interrompit sa mère. Garrett t'a toujours gâté, il t'a rempli la tête d'idées irréalistes. La vérité, c'est que vous n'êtes pas prêt à diriger une entreprise de cette taille. Vous êtes trop jeune, trop inexpérimenté, et Roland est le candidat idéal, un homme qui a rejoint l'entreprise il y a seulement 8 ans. Véronique pinça les lèvres. Roland a 20 ans d'expérience en gestion financière. Il a sauvé l'entreprise de nombreuses décisions irréfléchies de votre grand-père. Quelle décision? S'exclama Laurie avec indignation. Cardwell Construction a prospéré sous la direction de mon grand-père. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, rétorqua Véronica. Il y a eu des difficultés ces dernières années. Et n'oubliez pas, je suis aussi un Cardwell. C'est aussi mon entreprise. Tu n'as jamais été intéressé par les affaires, s'exclama Laurie. Tu as toujours été occupé avec tes dîners de charité et tes tournois de tennis. Le visage de Véronica se tordit de colère. N'ose pas me parler comme ça. Je suis toujours ta mère. Alors commence à te comporter comme telle. Pas comme la marionnette de Roland. Elle leva la main, mais s'arrêta net. Ils se figèrent tous deux, choqués par ce qui avait failli se produire. Je suis désolé, dit doucement Véronica en baissant la main. Je ne voulais pas. D'accord, répondit Laurie, même si elle était loin d'en être sûre. Finissons avec cette journée. Demain, le testament sera lu et tout sera clair. Véronica hocha la tête, mais Laurie pouvait voir dans ses yeux qu'elle était certaine que le testament ne ferait que confirmer ses plans et ceux de Roland. Quelque chose disait à Laurie que sa mère en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. De retour au salon, Laurie remarqua que l'atmosphère avait changé. Les gens s'étaient divisés en petits groupes, discutant tranquillement. Beaucoup lançaient des regards furtifs dans sa direction, la scène avec Roland était visiblement devenue le sujet principal de la conversation. « Tout va bien ?» demanda Tessa en s'approchant. « Je ne sais pas », répondit Laurie avec honnêteté. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Ils ont l'air tellement sûrs d'eux. Peut-être qu'ils en ont vraiment discuté avec ton grand-père. » Laurie secoua la tête. « Grand-père me l'aurait dit. Il a toujours été honnête avec moi. » Elle regarda autour d'elle et remarqua Roland en train de discuter tranquillement avec deux membres du conseil d'administration de Cardwell Construction. Sa mère se tenait à proximité, ajoutant de temps à autre ses commentaires. Il semblait former l'équipe parfaite, décidant du sort de l'entreprise que son grand-père avait bâtie toute sa vie. Peu importe ce qui se passera demain, dit Laurie fermement, je ne les laisserai pas détruire ce que mon grand-père a créé, même si je dois me battre contre ma propre mère. Le bureau de Malcolm Pierce se trouvait dans un vieux bâtiment en briques rouges de 2 étages dans le centre commercial d'Ashfield. Laurie était arrivée 10 minutes plus tôt et était maintenant assise dans la zone de réception, tapotant nerveusement ses doigts sur la coudoir de sa chaise. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, revivant dans sa tête les événements de la veille et essayant d'imaginer ce qui était écrit dans le testament de son grand-père. « Voulez-vous du café ?» a demandé la secrétaire, une femme d'âge moyen au sourire amical. « Non, merci », répondit Laurie. Son estomac se retournait de nervosité et elle doutait de pouvoir garder quoi que ce soit. La porte du bureau s'ouvrit et Malcolm Pierce apparut. Malgré ses plus de 60 ans,
Il se tenait grand et sûr de lui. Aujourd'hui, il portait un costume bleu foncé et une cravate à motifs géométriques, une tenue que son grand-père disait qu'il ne portait que lors de réunions particulièrement importantes. « Lorraine, content de te voir, dit-il en lui serrant la main. Entre, s'il te plaît. Les autres seront bientôt là. » Le bureau de Malcolm ressemblait exactement à ce que l'on attendrait d'un avocat avec 30 ans d'expérience, un bureau massif en bois sombre, des murs tapissés d'étagères remplis de vieux volumes de législation et de collections de cas juridiques. Au centre de la pièce, une grande table de conférence ovale. « Comment te sens-tu » demanda Malcolm alors qu'il s'asseyait. « Honnêtement, c'est comme si tout s'effondrait » a admis Laurie. « La déclaration de Roland hier. Je n'y étais pas préparé. » L'avocat hocha la tête avec sympathie. « Ton grand-père avait prévu quelque chose comme ça. Il connaissait des gens. C'est pour ça que tu m'as fait un clin d'œil hier ? Parce que tu savais que grand-père t'avait vraiment légué l'entreprise. » Malcolm sourit. « Je ne peux rien dire avant que le testament ne soit officiellement publié, mais ton grand-père a toujours été très fier de toi, Laurie. Il disait toujours que tu assimilais toutes ces leçons, que tu apprenais rapidement des processus métiers complexes. » Laurie sentit une boule dans sa gorge. Durant ces 4 années passées dans l'entreprise de son grand-père, elle avait beaucoup appris. Elle a débuté comme assistante contremaître sur des chantiers, où elle n'était souvent pas prise au sérieux en raison de son nom de famille et de son sexe. Peu à peu, il a gagné le respect de ses collègues. Il a ensuite travaillé au service des achats, au service de conception et, au cours de sa dernière année, au service des finances, sous la supervision directe de Roland, un travail difficile mais extrêmement utile. Son grand-père a insisté sur cette expérience, affirmant que c'était dans le département financier que tous les squelettes de l'entreprise étaient enterrés. La conversation fut interrompue par un coup à la porte. La secrétaire a annoncé l'arrivée des autres participants, Véronica et Roland Ezing sont entrés suivis de Frank Larson, avocat en chef de Cardwell Construction, et de Deborah Fletcher, directrice générale de l'entreprise. La dernière à arriver était une dame âgée que Laurie ne reconnut pas immédiatement. Malcolm la présenta, elle était la gouvernante de la famille Cardwell depuis 30 ans. Garrett avait demandé qu'elle soit présente à la lecture du testament. Madame Wilcox, une petite femme aux yeux perçants, fit signe aux invités et s'assit à côté de Laurie. « Bonjour, mademoiselle Lorraine, dit-elle doucement. Monsieur Garrett a toujours dit que vous étiez le portrait craché de votre père, aussi déterminé et juste que lui. » Laurie sourit avec gratitude. Elle savait que la gouvernante était dévouée à son grand-père et appréciait sa présence comme un soutien moral supplémentaire. Véronica et Roland étaient assis de l'autre côté. La mère de Laurie était impeccable, comme toujours, cheveux blonds soigneusement coiffés, maquillage discret et tailleur noir strict. Roland, vêtu d'un costume gris foncé et d'une cravate bordeaux, respirait la confiance, mais Laurie remarqua qu'il remuait nerveusement ses poings, un geste qu'il faisait lorsqu'il était particulièrement tendu. « Merci à tous d'être arrivés à l'heure », commença Malcolm alors que tout le monde s'installait. « Nous sommes réunis ici pour annoncer le testament de Garrett James Cardwell. Je lirai le document dans son intégralité, sans abréviation, comme l'exige la loi. Veuillez vous abstenir de tout commentaire avant la fin de la lecture. » Il ouvrit le dossier noir devant lui et en sortit plusieurs pages agrafées et tamponnées. « Moi, Garrett James Cardwell, étant en pleine possession de mes facultés mentales et de ma mémoire, j'exprime par la présente mes dernières volontés et mon testament. » Laurie écoutait les paroles juridiques standards, se préparant mentalement à ce qui allait arriver. Malcolm a lu les sections concernant les dons de bienfaisance et les legs aux anciens employés, y compris madame. « Quant à ma propriété principale, continua Malcolm, j'en dispose comme suit. Je lègue à ma petite-fille Lorraine Evelyn Cardwell la participation majoritaire dans Cardwell Construction, représentant 60% du capital social. » Roland se redressa, le visage figé. Véronica pâlit et agrippa le bord de la table. Toutefois, cette condition est liée au fait qu'elle doit gérer personnellement l'entreprise pendant au moins 5 ans à compter de la date de l'héritage. Si Lorraine refuse cette condition, les actions seront vendues à la valeur marchande et le produit sera reversé au fonds de bienfaisance de l'orphelinat d'Ashfield. Laurie ressentit un mélange de soulagement et de choc. Elle s'attendait à détenir une part de l'entreprise, mais une participation majoritaire signifiait un contrôle total de l'entreprise et une responsabilité totale. Les 40% restants des actions seront répartis comme suit, 20% à ma fille Veronica Hastings, 10% aux employés de Cardwell Construction par le biais d'un programme d'actionnariat et 10% à un fonds fiduciaire dont les revenus seront utilisés pour développer des programmes éducatifs à Ashfield.
Laurie regarda sa mère. Véronica parut choquée et confuse. Elle s'attendait visiblement à un arrangement complètement différent. La maison familiale Cardwell, 38 Ridgewood Drive, y compris tous les terrains environnants, le mobilier et les œuvres d'art, je lègue à ma petite-fille Lorraine Evelyn Cardwell. C'était inattendu. Laurie regarda Roland, qui semblait avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La maison n'était pas seulement un foyer, c'était un symbole de statut à Ashfield, un manoir historique qui avait été transmis de génération en génération. À ma fille Veronica Hastings, je lègue la somme de 5 millions de dollars, ainsi que la collection de bijoux de ma défunte épouse Eleanor, à condition que Veronica quitte la maison familiale dans les 30 jours suivant la lecture du testament. Véronique émit un son étranglé, quelque chose entre un soupir et un gémissement. Roland posa sa main sur son épaule, mais elle la repoussa, repoussant le geste. Malcolm continua sa lecture, mais Laurie entendit à peine la suite. Ses pensées tournaient autour d'une seule question, pourquoi son grand-père avait-il pris cette décision? Pourquoi lui avait-il légué la maison et non à sa mère? Et pourquoi avait-il imposé une condition aussi dure à Véronica? Finalement, la voix de Malcolm la ramena à la réalité. Je voudrais m'adresser personnellement à mes proches. Véronica, ma fille, je t'ai toujours aimée, mais nous ne nous sommes jamais comprises. J'espère que tu trouveras le bonheur. Lorraine, ma petite fille, tu as toujours été ma fierté et ma joie. Je suis convaincu que tu préserveras et développeras ce que ton grand-père et ton arrière-grand-père ont créé. Cardwell Construction n'est pas seulement une entreprise, c'est un héritage, une responsabilité envers les personnes qui y travaillent et envers la ville que nous aimons tous. Préserve cet héritage comme tu préserverais tes proches. Malcolm ferma le dossier et regarda les personnes présentes. Avec ceci, je conclus la lecture du testament de Gareth James Cardwell. Un lourd silence emplit le bureau, rompu en premier par Véronique. Ce doit être une erreur, dit-il en se tournant vers Malcolm. Gareth ne pouvait pas. Il n'a pas discuté de cette décision avec moi. Le testament a été rédigé conformément aux règles, répondit calmement l'avocat. Il a été signé par Gareth en présence de 2 témoins qui ont confirmé sa capacité juridique. J'ai des copies des documents à mon bureau et je peux les fournir sur demande. Quand le testament a-t-il été rédigé, demanda Roland, essayant de rester calme, mais la tension se lisait sur son visage. Il y a des mois, répondit Malcolm. En août dernier. Roland et Véronique échangèrent un rapide regard. Laurie a rappelé que c'est à cette époque que Roland a commencé à promouvoir activement l'idée de restructurer l'entreprise, ce qui a conduit à plusieurs réunions tendues avec son grand-père. Nous pouvons contester cela, dit Roland en se tournant vers Véronica, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Gareth n'a pas toujours su évaluer correctement la situation ces dernières années. Nous pouvons le prouver. Je vous déconseille fortement cette démarche, monsieur Essing, interrompit Malcolm d'un ton ferme. Contester un testament est une procédure longue et coûteuse, avec des chances de succès minimes dans ce cas. De plus, il regarda Roland d'un air entendu, Gareth a anticipé cette éventualité et a laissé des documents supplémentaires qui ne seront révélés qu'en cas de procès. Le silence remplissait le bureau. Laurie vit Roland serrer les poings. Véronica semblait sur le point de pleurer, mais se retint. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions hâtives, a déclaré Malcolm sur un ton conciliant. Je propose que nous prenions tous une pause, que nous réfléchissions à la situation et que nous nous réunissions dans quelques jours pour discuter des étapes spécifiques du transfert de contrôle. Ce n'est pas nécessaire, répondit froidement Véronica en se levant. Ma fille m'a clairement montré hier qu'elle était indépendante et autonome. Qu'elle le prouve. Elle se tourna vers Laurie. Considérez ceci comme votre première leçon en affaires, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous sourit au visage et vous poignarde dans le dos. Maman, de quoi parles-tu? Demanda Laurie, perplexe. De ton grand-père adoré, qui a manipulé tout son entourage toute sa vie, s'exclama Véronica. Qui t'a monté contre moi et Roland pendant des années, qui t'a utilisé comme un pion dans son jeu. Véronica, prévint Malcolm, mais elle lui fit simplement signe de ne pas répondre. Ne t'inquiète pas, Malcolm. On s'en va. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Roland la suivit en silence, mais s'arrêta à côté de Laurie. Tu n'imagines pas dans quoi tu t'embarques, dit-il doucement. Cardwell Construction a des secrets que tu ne peux même pas imaginer. Gareth t'a desservi. Avant que Laurie ne puisse répondre, Roland suivit Véronica dehors et la porte se referma derrière eux. Laurie se tourna vers les autres présents. Qu'est-ce que c'était?
Choc et colère, répondit Frank Larson, l'avocat de l'entreprise. Ils étaient sûrs que Garrett laisserait la direction de l'entreprise à Roland. Ces derniers mois, Roland avait même commencé à agir comme s'il était déjà le PDG. Monsieur Bizutage a contrarié beaucoup de gens, a ajouté Deborah Fletcher. Il a licencié plusieurs cadres clés qui avaient travaillé avec Garrett pendant des années et promu ses propres employés, tout cela avec le consentement tacite de votre grand-père, alors trop malade pour résister activement. Mais maintenant la situation a changé, résume Malcolm, et à en juger par leur réaction, ils ne vont pas abandonner sans se battre. Que se passe-t-il dans l'entreprise, demanda Laurie sans détour. Maman a évoqué des problèmes. Roland a parlé de secrets. Que dois-je savoir? Malcolm échangea des regards avec Deborah et Frank. Il y a 8 ans, Cardwell Construction était effectivement confronté à des difficultés financières. Le projet Ashfield Gardens risquait d'être abandonné en raison de la crise économique. Roland, qui travaillait à l'époque pour une société d'investissement, a proposé un plan de restructuration qui a contribué à stabiliser la situation. Alors il a vraiment sauvé l'entreprise, demanda Laurie. En partie, acquiesça Malcolm. Mais ton grand-père l'a payé cher. Roland a insisté pour attirer des investisseurs qui ont pris des parts dans l'entreprise. Plus tard, Garrett les a rachetés, mais au prix de prêts colossaux. De plus, Roland a été nommé directeur financier et a eu accès à tous les comptes de l'entreprise, puis il a épousé ma mère. Exactement, confirma Malcolm. Garrett pensait que Roland avait prévu de prendre le contrôle de l'entreprise dès le début et qu'il s'était servi de ta mère pour atteindre son objectif. Ça paraît un peu dramatique, remarqua Laurie. Je connais Roland depuis 8 ans. Certes, il est ambitieux et peut-être pas très agréable, mais le qualifier de méchant de cinéma. Ton grand-père n'était pas paranoïaque, dit doucement Malcolm. Au cours de l'année écoulée, il a rassemblé de nombreuses preuves montrant que Roland n'agissait pas dans l'intérêt de l'entreprise. C'est pourquoi il a modifié son testament et a insisté pour que tu travailles au service financier. Il voulait que tu voies par toi-même ce qui se passait. Laurie se souvenait des étranges réunions où Roland insistait pour radier des actifs, vendre des divisions rentables et réduire le personnel, même lorsqu'il n'y avait aucune nécessité évidente de le faire. Elle se souvenait que son grand-père lui avait toujours demandé d'assister à ces réunions et d'écouter attentivement. « Que dois-je faire maintenant » demanda-t-elle, sentant le poids de la responsabilité retomber sur ses épaules. « Accepte ton héritage » répondit simplement Malcolm. « Deviens le leader que ton grand-père croyait que tu pouvais être. » Nous vous aiderons, fit-il à Deborah et Frank. Il y a encore des gens dans l'entreprise qui sont fidèles à Garrett et à sa vision. Pendant ce temps, Madame Wilcox ajouta de manière inattendue, se joignant à la conversation, « Vous devez décider où vous allez vivre pendant le mois prochain. » Je ne vais pas chasser ma mère de chez elle avant son heure, dit Laurie fermement. Si elle ne veut pas me voir là-bas maintenant, je trouverai un autre endroit. Tu peux rester avec moi, dit une voix depuis la porte. Tessa se tenait là, un sac de voyage à la main. J'ai emballé tes affaires comme tu me l'as demandé, juste l'essentiel. Laurie regarda son amie avec surprise. Comment le savais-tu? Malcolm m'a appelé après votre conversation d'hier, expliqua Tessa. Il a dit que vous pourriez avoir besoin de soutien. Et après la lecture du testament, j'ai reçu un message de Madame Wilcox. Laurie jeta un coup d'œil à la gouvernante, qui sourit légèrement. Monsieur Garrett m'a demandé de prendre soin de vous, mademoiselle Lorraine. Je fais simplement ce qu'il m'a demandé. Merci, dit Laurie avec sincérité. Merci à tous. Je ne sais pas si je peux gérer tout ça, mais j'essaierai de ne pas laisser tomber grand-père. Tu n'es pas seul, lui assura Malcolm. Et ton grand-père t'a laissé non seulement son entreprise et sa maison, mais aussi, disons, des ressources supplémentaires qui t'aideront à protéger son héritage. Que veux-tu dire? Chaque chose en son temps, répondit l'avocat. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre adaptation à votre nouveau poste. Nous discuterons des détails plus tard. Laurie hocha la tête, sentant que Malcolm cachait quelque chose d'important mais décida de ne pas le presser pour le moment. Trop de choses s'étaient passées ces derniers jours et elle avait besoin de temps pour tout assimiler. Allons chez moi, suggéra Tessa en lui touchant l'épaule. J'ai une chambre d'amis, un canapé qui rappelle nos marathons de films de l'école, et une bouteille de bon whisky pour t'aider à digérer toute cette nouvelle. Laurie sourit avec gratitude à son amie. Malgré les nuages sombres qui planaient au-dessus d'elle, elle sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours.
Son grand-père avait cru en elle et lui avait peut-être laissé non seulement un héritage matériel, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, des personnes en qui elle pouvait avoir confiance. Le premier jour de Laurie en tant que PDG de Cardwell Construction a commencé par une réunion du conseil d'administration. La salle de conférence au dernier étage du siège social de l'entreprise était remplie de personnes, dont beaucoup semblaient ouvertement insatisfaites de ce qui se passait. Laurie sentit des regards sceptiques l'évaluer. Elle avait revêtu son plus beau tailleur bleu foncé, classique, avec un minimum de bijoux. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon soigné. Elle voulait paraître professionnelle et confiante, même si elle tremblait de tension intérieure. « Bonjour », commença-t-elle en s'efforçant de garder une voix posée. « Merci à tous d'être venus. Je comprends que la nouvelle du changement de direction ait surpris beaucoup d'entre vous. C'est un euphémisme, murmura Victor Price, le directeur des ventes, l'une des personnes que Roland avait recrutées dans l'entreprise il y a 3 ans. Laurie fit semblant de ne pas l'entendre. Mon grand-père, Gareth Cardwell, a consacré toute sa vie à cette entreprise. Il l'a bâtie de toutes pièces et en a fait un leader du secteur régional de la construction. J'ai grandi en écoutant ses histoires sur chaque projet, chaque bâtiment construit par Cardwell Construction. Au cours des 4 dernières années, j'ai travaillé dans différents départements, apprenant à connaître l'entreprise de l'intérieur. Je ne me fais aucune illusion sur l'ampleur des responsabilités qui pèsent désormais sur mes épaules, mais j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre entreprise continue de prospérer. Elle jeta un coup d'œil autour de la table, essayant d'établir un contact visuel avec toutes les personnes présentes. Certains, comme Deborah Fletcher, la directrice générale, ont regardé avec approbation. D'autres, comme Price, étaient ouvertement sceptiques. Je n'ai pas l'ambition de tout bouleverser, poursuit Laurie, du moins pas avant de comprendre la situation actuelle. Je demande donc à chaque chef de service de préparer un rapport pour moi sur leurs projets, problèmes et plans actuels pour le prochain trimestre. Je veux d'abord avoir une image complète. Qu'en est-il du projet Riverbank, a demandé Alison Jenkins, l'architecte en chef de l'entreprise. Monsieur Asing a insisté pour accélérer la construction malgré les problèmes d'eau souterraine que nous avons découverts, a-t-elle ajouté. Laurie fronça les sourcils. Il s'agissait d'un grand projet résidentiel en bord de rivière qui avait été développé par son département lorsqu'elle travaillait au bureau d'études. Elle se souvenait des discussions sur les risques potentiels. La sécurité passe avant tout, a-t-elle déclaré fermement. S'il y a des problèmes avec le sol, nous devons les résoudre avant d'aller de l'avant. Alison, prépare-moi un rapport détaillé de la situation. Je veux visiter le site moi-même demain. Jenkins hocha la tête avec un soulagement visible. Laurie a remarqué que plusieurs membres du conseil d'administration échangeaient des regards. Elle venait de renverser la décision de Roland, et c'était un signal clair d'un changement de direction. Y a-t-il d'autres problèmes qui nécessitent une attention immédiate, demanda Laurie. Le planning du personnel, a déclaré Bruce Logan, le directeur des ressources humaines, un homme trapu en âge de retraite qui travaillait dans l'entreprise depuis presque aussi longtemps que le grand-père de Laurie. Monsieur Asing a lancé un programme d'optimisation des effectifs. 15 employés seront licenciés d'ici la fin de la semaine. Pour quelle raison, demanda Laurie, surprise de ne rien savoir de cette réduction des coûts. Logan a répondu, bien que pour être honnête, la plupart de ces personnes travaillent dans l'entreprise depuis plus de 10 ans et étaient fidèles à votre grand-père. Laurie n'avait pas besoin qu'on lui dise ce que cela signifiait. Roland se débarrassait de la vieille garde et la remplaçait par son propre peuple. Mettez tous les licenciements en suspens, a-t-elle ordonné. Je veux examiner chaque cas personnellement avant de prendre une décision. Un sourire à peine perceptible apparut sur le visage de Logan. Comme vous le souhaitez, mademoiselle Cardwell. La réunion a continué pendant 1 heure encore. Laurie a essayé de se souvenir de chaque détail pour déterminer qui était de son côté et qui ne l'était pas. À la fin de la réunion, elle avait établi une liste mentale de priorités et de responsabilités assignées. Malgré la résistance évidente de certains dirigeants, le premier pas avait été franchi. Merci à tous, a-t-elle déclaré en concluant la réunion. J'attends vos rapports pour demain matin. Si vous avez des questions urgentes, n'hésitez pas à me contacter directement. Alors que tout le monde commençait à partir, Laurie remarqua Victor Price et 2 autres managers amenés par Roland qui s'attardaient à la porte, chuchotant quelque chose et lui lançant des regards noirs. Elle fit semblant de ne rien remarquer, mais se fit une remarque mentale pour être particulièrement prudente avec eux. Pas mal pour ton premier jour, dit Deborah Fletcher en s'approchant d'elle alors que tout le monde était parti. Tu as tenu bon.
Merci, répondit Laurie, même si elle avait l'impression de faire du parachutisme sans instructeur. Déborah sourit. Habituez-vous Y. Ce sentiment ne disparaîtra pas complètement, même après 1 an. Diriger une entreprise, c'est un saut constant dans l'inconnu. Bon à savoir, dit Laurie avec un sourire ironique. Déborah, j'ai besoin de ton aide. Je veux comprendre ce qui s'est passé dans l'entreprise ces derniers mois, alors que mon grand-père était malade. Quelque chose me dit que Roland n'utilisait pas seulement ce temps pour préparer une transition de pouvoir en douceur. Ton intuition est bonne, acquiesça Déborah. Mais peut-être ne devrions-nous pas en parler ici. Les murs ont des oreilles. Mon bureau. C'est plus sur chez moi. Déborah secoua la tête. Le souvenir de Roland est encore frais dans votre mémoire. Qui sait quelle surprise il a pu y laisser? Le bureau de Déborah Fletcher se trouvait un étage plus bas, dans l'aile du bâtiment, à l'écart de la zone centrale où se trouvaient les bureaux exécutifs. Laurie n'était jamais venue ici auparavant. En tant qu'employée régulière, elle n'avait aucun contact direct avec le directeur général. Assieds-toi, dit Déborah en fermant la porte et en vérifiant que les stores étaient fermés. Ce que je vais vous dire doit rester entre ces 4 murs, du moins pour l'instant. Laurie hocha la tête, sentant un sentiment de malaise grandir en elle. Au cours des 3 derniers mois, alors que Garrett était alité, Roland a effectivement pris le contrôle de l'entreprise, a commencé Déborah. Il a annulé les décisions de votre grand-père, vendu des actifs, licencié des personnes fidèles à Garrett et fait avancer certains projets, disons, douteux. Comme quoi? Riverbank, dont Allison a parlé. Je ne croirais jamais que Garrett aurait approuvé la construction sur ce site, sachant les problèmes d'eau souterraine. Mais Roland a insisté car le terrain était cher et il ne voulait pas perdre son investissement, même au détriment de la sécurité des futurs résidents. Laurie fronça les sourcils. Son grand-père lui avait toujours dit que la réputation d'un constructeur était plus importante que tout profit. Nous construisons des maisons où les gens vivront pendant des décennies, répétait-il. Si nous le traitons à la légère, il reviendra nous hanter, ainsi que ceux qui nous ont confié leur vie. Quoi d'autre, demanda-t-elle. Des contrats avec de nouveaux fournisseurs, même si les anciens étaient fiables et avaient fait leurs preuves au fil des années. Licenciement d'employés expérimentés sous couvert d'optimisation. Et le plus étrange, d'importantes transactions financières qui n'ont pas été soumises aux procédures d'approbation standard. Quel genre de transactions? Je ne sais pas exactement, dit Déborah en secouant la tête. Le département financier était entièrement contrôlé par Roland, mais d'après les rapports de trésorerie que j'ai vus, plusieurs paiements importants ont été effectués ces derniers mois à des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Quand j'ai essayé de connaître les détails, on m'a dit qu'il s'agissait d'investissements stratégiques. Laurie se souvient que, lorsqu'elle travaillait au service financier, Roland s'occupait toujours de certains paiements. Lui-même, interdisant aux employés de les toucher. Elle n'y avait pas prêté attention sur le moment, mais maintenant. Avez-vous accès aux rapports financiers? Limité, répondit Déborah. En tant que directrice générale, j'ai une vue d'ensemble, mais pas de détails. Seuls Garrett et Roland avaient un accès complet, et maintenant, c'est moi. Laurie a fait remarquer, je pense que je devrais examiner de près toutes les transactions de l'année dernière. Soyez prudent, prévint Déborah. Roland n'est pas du genre à abandonner facilement, et il a encore des alliés dans l'entreprise. J'ai remarqué que Laurie hochait la tête. La question est, combien? Et quelle est leur influence? Suffisamment pour te causer des problèmes, surtout si tu commences à creuser trop profond. Laurie y réfléchit. La situation était plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Roland ne se contentait pas de prendre le contrôle de l'entreprise, il en contrôlait déjà de nombreux aspects, et il semblait que quelque chose clochait dans les affaires financières. Merci pour ton honnêteté, Déborah. J'apprécie ton aide. Ton grand-père était un homme bien. Déborah répondit simplement, et je crois que tu peux préserver son héritage. Mais tu auras besoin de soutien. À qui d'autre puis-je faire confiance dans l'entreprise? Déborah réfléchit un instant. Bruce Logan des RH et de la vieille école et était fidèle à ton grand-père. Allison Jenkins est également fiable, même si elle a dû faire des compromis avec Roland pour conserver son emploi. Frank Larson, l'avocat de l'entreprise, est toujours resté neutre, mais il est honnête et respecte la loi à la lettre. Elle marqua une pause. Mais je ne ferai pas confiance à Victor Price et à son équipe, ils sont totalement du côté de Roland. C'est bien ce que je pensais, acquiesça Laurie.
Bon, il va falloir procéder avec prudence. Elle a passé le reste de la journée à se familiariser avec les projets en cours de l'entreprise, à rencontrer les chefs de service et à essayer d'avoir une image complète de ce qui se passait. Le soir, sa tête tournait sous l'effet des informations, mais Laurie sentait qu'elle commençait à comprendre l'ampleur des problèmes auxquels elle serait confrontée. Lorsque le bureau s'est vidé, elle a finalement décidé d'aller dans le bureau de son grand-père, désormais le sien. C'était une pièce spacieuse avec d'immenses fenêtres donnant sur la ville. Les murs étaient couverts de photographies de bâtiments construits par Cardwell Construction au fil des ans. Sur le bureau massif en bois sombre se trouvait un vieil ordinateur, des dossiers avec des papiers, un agenda et une photo encadrée de son grand-père, de son père et d'elle-même, petite fille avec des nattes, debout devant la bibliothèque municipale récemment achevée. Laurie s'approcha du bureau et passa sa main sur la surface lisse. Ici, dans ce bureau, son grand-père avait pris des décisions importantes, élaboré des plans et rêvé de l'avenir de l'entreprise. Et maintenant, tout reposait sur ses épaules. Elle s'assit sur la chaise et alluma l'ordinateur. Heureusement, Malcolm lui avait donné tous les mots de passe que son grand-père lui avait laissés en cas de décès. Le système a démarré et Laurie a commencé à parcourir les fichiers, essayant de trouver tout ce qui pourrait éclairer les transactions financières mentionnées par Deborah. Après une heure de recherche, ses yeux commencèrent à baisser. La plupart des documents concernaient des projets en cours, des contrats et des questions opérationnelles courantes, rien de suspect. Mais quelque chose disait à Laurie que son grand-père n'aurait pas gardé à la vue de tous des informations compromettantes sur Roland. Elle s'adossa à sa chaise et se massa les tempes. Peut-être regardait-elle au mauvais endroit. Son regard se posa sur une photo encadrée. Laurie la prit tendrement, scrutant les visages de ses proches. Soudain, elle remarqua que le cadre était trop lourd pour sa taille. En le retournant dans ses mains, elle a découvert que le panneau arrière ne se détachait pas complètement, comme c'est généralement le cas avec les cadres photos, mais qu'il y avait une cavité cachée. Son cœur commença à battre plus vite. Laurie sortit soigneusement un morceau de papier plié de sa cachette. C'était un mot écrit de la main de son grand-père. « Si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas pu terminer ce que j'avais commencé. Je suis désolé du fardeau que je vous impose. Je soupçonne Roland d'utiliser l'entreprise à des fins personnelles. Au cours de l'année écoulée, j'ai découvert plusieurs transactions étranges, absurdes d'un point de vue commercial. Vérifiez les fichiers du dossier, archives du projet 2015, sur mon ordinateur personnel, en accordant une attention particulière au projet Blue Harbor. Le mot de passe est la date de naissance de votre père. Soyez prudente, Laurie. Roland est un homme dangereux, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. GK. Laurie relut le mot plusieurs fois, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Son grand-père ne se contentait pas de soupçonner que Roland avait un problème, il avait rassemblé des preuves, et c'était maintenant à elle de poursuivre son enquête. Le lendemain matin, Laurie reçut un message de Malcolm Pierce, l'avocat. Il demandait à la rencontrer de toute urgence. Elle a pris rendez-vous pour l'après-midi, prévoyant de visiter le chantier de construction de la berge le matin, comme elle l'avait promis à Allison Jenkins. Le site était un immense terrain au bord de la rivière, partiellement défriché, avec les fondations posées pour un futur complexe résidentiel. Allison l'a rencontrée à l'entrée, portant un casque et un gilet de sécurité. « Merci d'être venue, mademoiselle Cardwell », dit l'architecte en lui tendant une tenue de protection similaire. « Je voulais que vous constatiez le problème par vous-même. » Ils traversèrent le chantier jusqu'à l'endroit où les ouvriers creusaient. Même pour un œil non averti, il était clair que le sol était trop humide. Nous avons foré plusieurs puits pour évaluer le niveau des eaux souterraines, explique Allison en montrant une carte de la zone. Comme vous pouvez le constater, l'eau est presque à la surface. À ce niveau, il y a un risque d'inondation des fondations, surtout pendant la saison des pluies et Roland le savait. Laurie a demandé, oui, il l'a fait? Allison hocha la tête. Nous lui avons remis un rapport complet, mais il a insisté pour poursuivre les travaux, prétextant que nous pouvions renforcer les fondations et installer des systèmes de drainage supplémentaires. Est-ce possible? Théoriquement, oui, mais cela augmenterait considérablement le coût du projet sans pour autant offrir une garantie à 100%. Je recommanderais de revoir l'ensemble du projet, en modifiant éventuellement l'agencement, voire en envisageant un autre site. Laurie y réfléchit. C'était un projet d'envergure, dans lequel des fonds importants avaient déjà été investis. Une annulation ou une restructuration majeure porterait un coup dur aux finances de l'entreprise, mais le risque de construire sur un site problématique était encore plus élevé.
Préparer un rapport complet sur les options possibles, a-t-elle finalement décidé, avec une analyse détaillée des coûts et des risques pour chacune d'elles. En attendant, suspendez tous les travaux sur ce site. Monsieur Bizutage n'aimera pas ça, a remarqué Allison. Monsieur Asing ne prend plus de décision dans cette entreprise, répondit Laurie fermement. À son retour au bureau, la nouvelle de la suspension du projet Riverbank s'était déjà répandue dans toute l'entreprise. Victor Price l'a surpris dans le couloir, incapable de cacher son irritation. Mademoiselle Cardwell, avez-vous une idée de l'argent que nous perdons en arrêtant les travaux, lui lança-t-il. Nous avons déjà vendu 30% des appartements de ce complexe sous compromis. Avez-vous une idée de l'argent et de la réputation que nous perdrons si les bâtiments commencent à s'affaisser ou à se fissurer à cause de problèmes de fondation? Laurie rétorqua, sans parler des poursuites judiciaires potentielles si, Dieu nous en préserve, il y a un accident. Roland a approuvé ce projet. Maintenant, je l'approuve. Laurie l'interrompit. Je dis qu'on ne risquera pas la vie des gens pour un profit rapide. C'est le principe sur lequel mon grand-père a bâti cette entreprise, et j'ai l'intention de m'y tenir. Price voulait dire quelque chose, mais à ce moment-là, la secrétaire est entrée pour dire que Malcolm Pierce attendait dans la salle de conférence. Laurie fit un signe de tête à Price, indiquant que la conversation était terminée, et se dirigea vers la réunion. Malcolm parut inquiet. Il déposa un dossier rempli de documents devant Laurie. Roland et Véronica ont intenté une action en justice, a-t-il déclaré sans préambule. Il conteste le testament de Garrett au motif qu'il était mentalement incapable lorsqu'il l'a signé. Laurie ouvrit le dossier et scanna les documents. Ont-ils des preuves? Ils affirment que durant les derniers mois de sa vie, Garrett prenait de puissants analgésiques qui auraient pu affecter ses capacités mentales. De plus, ils ont fourni un avis médical non pas celui du médecin qui a soigné Garrett, mais celui d'un expert qui n'a jamais rencontré votre grand-père personnellement affirmant que les patients présentant un tel diagnostic souffrent souvent de confusion mentale. C'est ridicule, s'exclama Laurie. Grand-père était sain d'esprit jusqu'à sa mort. On a parlé à faire de l'entreprise une semaine avant sa mort. Je sais. Malcolm hocha la tête. Et je suis sûr que nous pouvons contester leurs affirmations, mais ce sera un processus long et compliqué. Ils tenteront de discréditer la mémoire de Garrett, de le dépeindre comme un vieil homme fragile qui ne savait pas ce qu'il faisait. Laurie sentit la colère monter en elle. Comment Véronica avait-elle pu faire cela à la mémoire de son père? Le contrôle de l'entreprise était-il vraiment plus important pour elle que toute autre chose? Que devrions-nous faire? Demanda-t-elle. Battez-vous, répondit simplement Malcolm. Nous avons les déclarations des médecins qui ont soigné Garrett. Des témoins peuvent confirmer qu'il était sain d'esprit au moment de la signature du testament. Et surtout, il existe des preuves que votre grand-père a rassemblées contre Roland. Si nous les présentons au tribunal, cela pourrait changer radicalement le cours de l'affaire. Des preuves? Demanda Laurie, se souvenant du mot qu'elle avait trouvé dans le cadre photo. Tu es au courant. Pas tout, mais une partie, acquiesça Malcolm. Garrett m'a fait part de ses soupçons concernant Roland. Il pensait que Roland utilisait l'entreprise pour blanchir de l'argent au moyen de contrats fictifs et de comptes offshore. J'ai trouvé le mot, dit Laurie en sortant un morceau de papier plié de son sac. Grand-père a parlé d'un projet de Blue Harbor et de fichiers sur son ordinateur personnel. Malcolm a lu attentivement la note. Blue Harbor, dit-il pensivement. C'était un projet de développement de complexes hôteliers sur la côte que Garrett a abandonné il y a environ 5 ans pour des raisons environnementales. Je ne comprends pas le rapport avec Roland. Il faut que j'aille voir avec l'ordinateur de grand-père, dit Laurie. Il devrait être dans son bureau, dans la maison où vivent Véronica et Roland actuellement, lui rappela Malcolm. Et je doute qu'il soit content de te voir, surtout après le procès. Laurie y réfléchit. La maison lui appartenait par testament, mais Véronica et Roland avaient le droit d'y rester au moins 3 semaines de plus. Elle ne pouvait pas débarquer et exiger l'accès au bureau de son grand-père. Peut-être que Madame Wilcox pourrait t'aider, suggéra-t-elle. Elle travaille toujours à la maison, n'est-ce pas? Oui, à ma connaissance, acquiesça Malcolm. Mais c'est risqué. Si Roland soupçonne qu'elle vous aide, il pourrait la virer. Il faut que je récupère ces dossiers, dit Laurie d'un ton ferme. Il pourrait être la clé pour démasquer Roland et protéger l'héritage de mon grand-père. Malcolm la regarda avec doute. D'accord, finit-il par accepter. Je vais contacter Madame Wilcox pour voir si elle peut m'aider. Mais préparez-vous à ce que Roland ne baisse pas les bras.
S'il est vraiment coupable de fraude financière, il se battra jusqu'au bout pour cacher la vérité. Laurie hocha la tête, sentant sa résolution se renforcer. Elle ne laisserait pas Roland détruire ce que son grand-père avait bâti. Elle ne le laisserait pas ternir la mémoire de Gareth Cardwell. Et si cela impliquait de déclarer la guerre à son beau-père et à sa propre mère, qu'il en soit ainsi. Je retrouverai ces dossiers, dit-elle. Et je découvrirai ce que Roland cache, coûte que coûte. Une averse s'est abattue sur Ashfield à la tombée de la nuit. Laurie regardait la pluie couler sur la fenêtre de l'appartement de Tessa et vérifiait nerveusement son téléphone toutes les 5 minutes. Madame Wilcox était censée la contacter dès qu'elle aurait la possibilité d'accéder à l'ordinateur de son grand-père. Cela faisait 3 jours que Malcolm n'avait pas parlé à la gouvernante, mais le bon moment ne s'était pas encore présenté. Roland quittait à peine la maison, comme s'il se doutait de quelque chose. « Peut-être que tu devrais simplement entrer et demander l'accès à l'ordinateur », suggéra Tessa en regardant son ami faire les 100 pas nerveusement dans la pièce. « Après tout, c'est ta maison maintenant et ça commence une guerre ouverte. » Laurie secoua la tête. « Non. Roland est assez intelligent pour détruire ou cacher les fichiers s'il se rend compte que je cherche quelque chose. Il faut qu'on soit plus rusé. » Le téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Ce soir à 20h, ils partent pour un dîner de charité dans un country club. Je serai seul à la maison. C'est elle, souffla Laurie. Je peux rentrer ce soir. Je viens avec toi, dit fermement Tessa. Au cas où. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir de la famille Cardwell, il faisait déjà nuit. La pluie continuait de tambouriner sur le toit de la voiture et Laurie frissonnait, non pas tant à cause du froid que de l'étrange sensation qu'elle avait de retourner dans la maison de son enfance en tant qu'invitée non invitée, se faufilant comme une voleuse. « Tu es sûr qu'ils ne sont pas là ?» demanda Tessa en regardant les lumières allumées à plusieurs fenêtres. « Madame Wilcox a écrit qu'ils étaient partis à 7h30, répondit Laurie. Elle a dû laisser les lumières allumées exprès. Ils sont sortis de la voiture et se sont rapidement dirigés vers l'entrée latérale, habituellement utilisée par le personnel. La porte s'ouvrit dès que Laurie frappa, et Madame Wilcox apparut sur le seuil. « Mademoiselle Lorraine. »« Mademoiselle Tessa, » dit la gouvernante en les ouvrant. « Dépêchez-vous, vous allez être mouillés. »« On n'a pas plus de 2 heures, dit-elle. Le dîner de charité se termine généralement à 23h, et ils seront bientôt de retour. Monsieur Roland est très nerveux ces derniers temps, il s'enferme dans son bureau et parle au téléphone à voix basse. « Tu es allé dans le bureau de grand-père ?» demanda Laurie. « L'ordinateur est là. »« Oui, tout est comme d'habitude, » acquiesça la gouvernante, « mais je ne suis pas sûr que ça marche. Monsieur Roland m'a interdit de nettoyer le bureau de Monsieur Gareth, disant qu'il le ferait lui-même. » Laurie et Tessa échangèrent un regard. Cela semblait suspect. Ils montèrent l'escalier de service jusqu'au 2e étage. Le bureau du grand-père se trouvait dans l'allée, donnant sur le jardin. C'était autrefois la pièce la plus lumineuse du manoir, mais maintenant, dans l'obscurité et la pluie, elle semblait sombre et peu accueillante. Madame Wilcox ouvrit la porte avec sa clé et Laurie fut surprise de constater que rien n'avait changé dans la pièce. Toutes les affaires de son grand-père étaient à leur place, des livres sur les étagères, des maquettes de bâtiments construits par l'entreprise, un vieux globe dans un coin, un fauteuil en cuir usé près de la cheminée. Même l'odeur était la même, un mélange de tabac, de vieux livres et de l'après-rasage que son grand-père utilisait. « Je monterai la garde en bas, » dit Madame Wilcox. « Si je vois quelque chose, je monterai tout de suite vous prévenir. » Dès que la porte de la gouvernante fut fermée, Laurie se dirigea rapidement vers le bureau où se trouvait l'ordinateur de son grand-père, un vieux PC de bureau avec un grand écran. Heureusement, il a simplement été éteint, et non démonté, comme Laurie le craignait. « J'espère que Roland n'a pas eu accès aux fichiers, » murmura-t-elle en allumant l'ordinateur. Le système a démarré, demandant un mot de passe. Laurie a inscrit la date de naissance de son père, comme indiqué dans la note, 22 avril 1976. L'ordinateur a accepté le mot de passe et le bureau est apparu sur l'écran avec une multitude de dossiers. Il a écrit sur le dossier d'archives du projet 2015, a déclaré Laurie en parcourant les fichiers. C'est ici. Le dossier contient des sous-dossiers avec les noms de divers projets de construction Cardwell pour cette année-là. Le nom Blue Harbor s'est vraiment démarqué. Ce projet devait être un complexe hôtelier en bord de mer, mais il a été annulé en raison de préoccupations environnementales. C'est étrange que grand-père l'ait conservé dans les archives des projets actifs, a remarqué Laurie en ouvrant le dossier. À l'intérieur,
elle n'a pas trouvé la documentation du projet à laquelle elle s'attendait, mais des dizaines de fichiers contenant des rapports financiers, des captures d'écran de transactions bancaires et des copies numérisées de contrats. Après avoir parcouru rapidement les documents, Laurie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tessa en regardant par-dessus l'épaule de son ami. « Des preuves » répondit Laurie doucement. Grand-père avait constitué un dossier sur Roland. Les documents ont montré qu'au cours des 3 dernières années, Roland avait créé un réseau de sociétés écrans par l'intermédiaire desquelles il avait détourné des fonds de Cardwell Construction. L'une de ces sociétés était Blue Harbor Développement, enregistrée aux îles Caïmans. Cette entreprise aurait fourni des services de conseil pour des projets de construction, recevant d'importantes sommes d'argent pour cela, mais en réalité n'a effectué aucun travail. Regardez ici, Laurie montra un document contenant des coordonnées bancaires. Le bénéficiaire ultime de Blue Harbor est une sorte de fiducie, mais Roland est répertorié comme l'un de ses gestionnaires. Il a littéralement écrit des chèques à son nom au nom de l'entreprise. Oh mon Dieu, Alta Tessa. Combien a-t-il volé? À en juger par ses rapports, plus de 6 millions sur 3 ans. Laurie a continué à parcourir les dossiers. Et ce n'est qu'une seule société écran. Voici des documents concernant 2 autres structures similaires. Dans un autre dossier, elle a trouvé les notes personnelles de son grand-père, une sorte de journal d'enquête. Garrett a écrit qu'il avait soupçonné pour la première fois que quelque chose n'allait pas il y a environ 1 an, lorsqu'il avait remarqué d'étranges divergences dans les rapports financiers. Il a commencé à surveiller secrètement les actions de Roland, à copier des documents et à enregistrer des conversations. Roland manipule habilement Véronica, écrit Garrett dans l'une de ses notes. Il l'a convaincu que je devenais trop vieille et trop incontrôlable pour diriger l'entreprise. Il utilise son ressentiment et sa déception pour la monter contre moi. C'est dommage que notre relation avec notre fille n'ait jamais été assez étroite pour qu'elle puisse voir son vrai visage. Laurie ressentit un pincement de regret. Son grand-père avait souffert non seulement de la trahison de Roland, mais aussi de son éloignement de sa propre fille. Il y a des enregistrements audio ici, a remarqué Tessa en désignant un dossier de fichiers. Laurie ouvrit le premier fichier et la voix de Roland sortit des haut-parleurs de l'ordinateur. Il faut accélérer le processus. Le vieil homme s'accroche au pouvoir depuis trop longtemps. Si nous attendons encore 1 an, il sera peut-être trop tard. Il commence à se douter de quelque chose. La deuxième voix appartenait à Victor Price, le directeur des ventes. Que proposez-vous? On ne peut pas le virer comme ça, c'est son entreprise. Pas pour longtemps, répondit Roland. J'y travaille. Véronica est entièrement de mon côté. Elle aidera à convaincre le conseil d'administration que... La porte d'entrée, l'air effrayé, elle murmura, ils sont de retour. Le dîner de charité a été annulé à cause de la tempête. Ils viennent d'entrer dans la cour. Zut, jura Laurie en regardant l'indicateur de copie. Le processus n'était qu'à moitié terminé. On a besoin de quelques minutes de plus. Vous n'avez pas quelques minutes. La gouvernante secoua la tête. Ils arrivent déjà. Monsieur Roland pourrait arriver d'une minute à l'autre. L'esprit de Laurie s'emballa. Laisser l'ordinateur allumé trahirait leur présence, mais si elle l'éteignait sans terminer la copie, il perdrait les preuves. Tessa, finis la copie, dit-elle fermement. Je vais descendre les distraire. C'est chez moi. J'ai le droit d'être ici. Elle descendit rapidement l'escalier principal et entra dans le hall juste au moment où Véronica et Roland enlevaient leurs manteaux trempés par la pluie. Bonsoir, dit Laurie calmement. Ils se retournèrent brusquement. Véronica paraissait stupéfaite, et le visage de Roland était déformé par la colère. « Que fais-tu ici » s'exclama-t-il. « Comment es-tu entré ?»« C'est ma maison, » répondit Laurie, s'efforçant d'avoir l'air confiante. « Selon le testament de mon grand-père, et j'en ai les clés. »« Le testament est contesté, » lui rappela Roland. « Tant que le tribunal n'aura pas statué, tu n'auras aucun droit. »« Je le fais, » interrompit Laurie. « Le testament est valable jusqu'à ce que le tribunal le déclare invalide. Et cela a peu de chances d'arriver étant donné les circonstances. »« Dans quelles circonstances » demanda Véronica en regardant sa fille avec suspicion. « Les circonstances qui ont poussé grand-père à changer son testament, » répondit Laurie en observant attentivement la réaction de Roland. « Des circonstances liées aux transactions financières de l'entreprise, » pâlit Roland mais reprit rapidement son calme. « De quoi parlez-vous » Sa voix était tendue.
Si vous avez des questions sur les finances de l'entreprise, il vaut mieux en discuter au bureau, pas en débarquant chez nous en pleine nuit. Laurie remarqua que Roland jetait un regard nerveux vers l'escalier menant au bureau de Gareth. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour le distraire. Lorraine, dit Véronica d'une voix mêlée de fatigue et d'irritation, si tu es venu pour prouver une fois de plus que tu as raison, tu as choisi le mauvais moment. Je suis venu récupérer quelques affaires, mentit Laurie, et voir comment tu traites la maison qui sera bientôt entièrement à moi. À ce moment-là, Tessa est apparue dans les escaliers tenant une boîte en carton. J'ai tout emballé, Laurie, dit-elle. Bonjour, Madame Asing. Monsieur Asing. Désolé de vous déranger, nous partons. Roland regarda Tessa, Laurie et vice-versa, clairement méfiant. Que as-tu pris d'autre, demanda-t-il sèchement. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Mes affaires, répondit Laurie fermement. Des livres, des albums photos, quelques souvenirs. Rien qui t'appartienne. Elle s'approcha de Tessa et prit la boîte, sentant quelque chose de lourd à l'intérieur. La clé USB doit être là. Nous partons, dit Laurie. Merci pour votre hospitalité. Le lendemain matin, Laurie convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Elle passa la nuit entière à examiner des documents avec Deborah Fletcher et Frank Larson, l'avocat de l'entreprise. Tous deux furent choqués par l'ampleur des manigances de Roland. À midi, la salle de conférence était pleine. Les membres du conseil discutaient entre eux, s'interrogeant sur la raison de cette réunion urgente. Roland était assis au bout de la table, apparemment calme, mais Laurie le remarqua tapoter nerveusement ses doigts sur l'accoudoir de sa chaise. « Merci à tous d'être venus », commença Laurie. J'ai convoqué cette réunion pour discuter d'une question d'une importance capitale concernant la sécurité financière de notre entreprise. Elle fit un signe de tête à Deborah, qui alluma le projecteur. La première diapositive de la présentation apparut à l'écran, montrant les flux financiers de Cardwell Construction au cours des 3 dernières années. Comme vous pouvez le constater, a poursuivi Laurie, depuis 2021, nos états financiers incluent d'importants paiements pour des services de conseil à plusieurs entreprises. Le montant total de ces paiements dépasse les 15 millions de dollars. Qu'y a-t-il d'inhabituel dans ces paiements, a demandé Peter Morgan, l'un des plus anciens membres du conseil d'administration. Nous faisons régulièrement appel à des consultants. Ce qui est inhabituel, répondit Laurie en passant à la diapositive suivante, c'est que ces entreprises n'existent pas réellement. Elles ont été créées uniquement pour retirer des fonds de Cardwell Construction. Des documents apparurent à l'écran, attestant de l'immatriculation de sociétés aux îles Caïmans, à Belize et au Panama. À côté, des relevés bancaires attestaient des virements effectués vers ces sociétés, puis vers des comptes personnels. Et cela, a indiqué Laurie en désignant les noms des bénéficiaires, sont les destinataires ultimes de ces fonds. Comme vous pouvez le constater, ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre à un seul homme, Roland Asing. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Roland, qui pâlit mais conserva son calme apparent. C'est absurde, dit-il finalement. Ces documents sont manifestement falsifiés. Quelqu'un essaie de salir mon nom. Les documents sont authentiques, objecta Laurie. Ils ont été récupérés par mon grand-père Gareth Cardwell durant la dernière année de sa vie. Il a soupçonné quelque chose d'anormal en découvrant des incohérences dans les rapports financiers. Et où a-t-il gardé ces soi-disant preuves, demanda Roland d'un ton sarcastique. Sous son oreiller, sur son ordinateur, dans des fichiers cryptés, répondit Laurie. L'ordinateur auquel vous avez essayé d'accéder après sa mort, n'est-ce pas? Roland serra les poings mais ne dit rien. Nous n'avons pas que des documents, a poursuivi Laurie. Nous avons des enregistrements audio réalisés par Gareth, dans lesquels vous discutez de votre projet de prendre le contrôle de l'entreprise et de dissimuler une fraude financière. Elle fit un signe de tête à Deborah, qui passa l'un des enregistrements. La voix de Roland discutant avec Victor Price du projet de destituer Gareth de la direction de l'entreprise résonna dans toute la salle de conférence. Les visages des membres du conseil d'administration reflétaient leur constat choquant. C'est un faux, lâcha Roland en se levant d'un bond. Quelqu'un a falsifié ma voix. C'est un complot contre moi. Les enregistrements sont authentiques, dit Laurie calmement. Ils peuvent être vérifiés par des experts, comme toutes les autres preuves. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle aux personnes présentes, membres du conseil d'administration. Les faits parlent d'eux-mêmes. Roland Asing a systématiquement détourné des fonds de notre entreprise, trompé ses collègues et projeté de prendre le contrôle de l'entreprise que mon grand-père avait bâtie de sa vie.
C'est ridicule, s'exclama Roland. Tu vas vraiment croire cette fille? Toutes ces soi-disant preuves auraient pu être inventées par elle pour m'éliminer comme rival. Monsieur Asing, déclara Frank Larson, j'ai personnellement vérifié ces documents. Ils sont authentiques, et nous avons déjà contacté les banques par lesquelles les transactions ont été effectuées. Elles ont confirmé leur existence. Ce n'est pas un faux. Roland regarda autour de lui, constatant l'absence de soutien. Même Victor Price, son plus proche allié, détourna le regard. Vous le regretterez tous, dit-il, les dents serrées. Surtout toi. Il regarda Laurie. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. Sur ce, il se retourna brusquement et quitta la pièce, claquant la porte si fort que la vitre trembla. Bien dit, dit Peter Morgan après une longue pause. Je suppose que nous devrions voter la révocation de Monsieur Asing et engager une action en justice. Tout le monde est pour? Toutes les mains se sont levées à l'unanimité. Le soleil brillait dans le bureau de Laurie. Une semaine s'était écoulée depuis l'exposition de Roland et, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait respirer librement. Les réunions du matin étaient terminées et elle examinait maintenant les rapports du département financier, que Deborah Fletcher dirigeait temporairement. Un audit interne a révélé que Roland avait détourné près de 20 millions de dollars de l'entreprise sur 3 ans, un montant important mais pas catastrophique pour une entreprise de la taille de Cardwell Construction. Le téléphone sur son bureau sonna. C'était Malcolm Pierce. « Bonjour, Laurie », la voix de l'avocat était calme. « J'ai de bonnes nouvelles. » « Quelles nouvelles ?» Laurie fronça les sourcils. Roland a accepté un accord. Après cette réunion, Roland avait disparu et aucun employé de l'entreprise ne l'avait vu. Même Véronica ne répondait pas aux appels de sa fille. Un remboursement en échange du retrait de la plainte pénale, a expliqué Malcolm. Il a accepté de restituer tout l'argent qu'il a pris à l'entreprise, plus les intérêts, et de renoncer à votre héritage. En échange, nous ne porterons pas plainte et l'autoriserons à quitter le pays. Il part? Il part, demanda Laurie, surprise. Il est déjà parti, dit l'avocat avec satisfaction. Il a signé tous les papiers ce matin et est allé directement à l'aéroport. Si j'ai bien compris, il retourne en Europe, où il a des liens familiaux. Et maman, demanda Laurie, soudain prise d'angoisse. Il la quitte? Malcolm marqua une pause. Ta mère est au courant de l'accord, dit-il finalement. Mais il vaut mieux discuter des détails avec elle personnellement. Elle m'a demandé de te dire qu'elle t'attendra à la maison ce soir. Après sa conversation avec Malcolm, Laurie n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Ses pensées revenaient sans cesse à sa mère. Comment Véronica avait-elle accepté la vérité sur les machinations de son mari? Le croyait-elle coupable, ou croyait-elle encore à un complot contre Roland? Et que signifiait son invitation à rentrer? Ce soir-là, Laurie gara sa voiture devant la maison familiale Cardwell, qui lui appartenait désormais officiellement. Elle séjournait chez Tessa depuis 2 semaines, ne voulant pas créer de tensions supplémentaires tant que la situation avec Roland ne serait pas réglée. Mais maintenant qu'il était parti, il était temps de revenir. Madame Wilcox ouvrit la porte. La gouvernante semblait fatiguée, mais un léger sourire apparut sur son visage en voyant Laurie. Mademoiselle Lorraine, dit-elle en s'écartant pour laisser passer la jeune fille, votre mère vous attend dans la véranda. La véranda se trouvait à l'arrière de la maison, une spacieuse véranda vitrée, agrémentée de plantes et de meubles en osier. C'était depuis toujours l'endroit préféré de Véronica pour lire et réfléchir. La mère de Laurie était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin qui commençait à se réveiller après l'hiver. Entendant des pas, elle se retourna. Laurie fut frappée par le changement de Véronica au cours de la semaine écoulée. Toujours impeccablement habillée et coiffée, elle paraissait désormais épuisée. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné, et son visage sans maquillage paraissait pâle et décharné. Lorraine, Véronica se leva, tendant timidement la main vers sa fille, mais s'arrêta à mi-chemin, merci d'être venue. Malcolm a dit que tu voulais me voir. Laurie s'approcha, toujours incertaine de ce qui l'attendait. J'ai entendu parler de l'accord avec Roland. Véronica hocha la tête et se laissa retomber sur sa chaise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous devons parler. Laurie s'assit en face d'elle, scrutant le visage de sa mère. Pour la première fois depuis des années, elle vit Véronica si vulnérable, dépouillée de son armure protectrice habituelle, faite de confiance en elle et de bonnes manières. Le savais-tu? Demanda Laurie sans détour.
Saviez-vous ce que faisait Roland? Véronique secoua lentement la tête. Non. Du moins pas. L'étendue de ses activités. Elle prit une grande inspiration. Je savais qu'il était impliqué dans des transactions financières. Il parlait d'optimisation. Il disait que c'était ce que faisaient toutes les entreprises, que c'était une pratique courante. Je n'ai pas donné de détails. Mais tu l'as soutenu, remarqua Laurie, essayant de garder une voix neutre. Tu l'as aidé à retourner le conseil contre ton grand-père. Oui, Véronica baissa les yeux. Roland m'a convaincu que ton grand-père devenait instable, que ses décisions menaçaient l'avenir de l'entreprise, et moi, je l'ai cru. Elle leva les yeux, et Laurie lut la douleur et la honte dans ses yeux. J'étais aveugle, Lorraine. Il était persuasif. Il savait exploiter mes faiblesses, mon ressentiment de longue date envers mon père, et je me suis laissé manipuler. Pourquoi as-tu toujours été si opposé à grand-père, demanda Laurie, la question qui la tourmentait depuis des années. Il t'aimait. Il était fier de toi. Véronica sourit amèrement. Il m'aimait, peut-être. Mais a-t-il compris? Jamais. Elle se passa la main dans les cheveux. Votre grand-père était un homme passionné par une seule chose, son entreprise. Il attendait de tous ceux qui l'entouraient qu'ils partagent cette passion avec la même intensité. Votre père a été à la hauteur de ses attentes. Je ne l'ai pas été. Mais il ne vous a jamais poussé à travailler pour l'entreprise. Laurie objecta, pas directement. Véronica hocha la tête. Mais il m'a toujours fait comprendre que ma vie et mes intérêts étaient secondaires par rapport à la grande cause Cardwell. Quand ton père est mort, sa voix tremblait, papa s'est investi dans son travail presque immédiatement. C'était sa façon de surmonter son deuil, et je me suis retrouvé seul avec ma douleur, avec un enfant de 14 ans à élever. Et au lieu de soutien, j'ai reçu de la désapprobation. De la désapprobation. Il pensait que je devais être plus forte, expliqua Véronica, que je devais me ressaisir et me mettre au travail. Et comme je n'ai pas pu répondre à ses attentes, il t'a tout simplement enlevé au pas physiquement, bien sûr, mais émotionnellement, intellectuellement. Tu es devenue son élève, son héritière. Il m'a tout simplement mis hors jeu. Laurie n'avait jamais envisagé la situation sous cet angle. Dans ses souvenirs, son grand-père était un héros qui l'avait sauvé de la solitude après la mort de son père. Elle n'avait jamais imaginé ce que sa mère avait pu ressentir. Je suis désolé, dit Laurie doucement. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je ne te blâme pas, Véronica secoua la tête. Tu étais enfant, et tu as aussi perdu ton père. Il est naturel que tu sois attiré par ton grand-père, par sa force et sa confiance. Elle marqua une pause, mais un fossé se creusa entre eux et, au fil des ans, il ne fit que se creuser. Et puis Roland est arrivé, a ajouté Laurie. Oui, acquiesça Véronica. Un homme beau et sûr de lui, qui semblait sincèrement s'intéresser à moi, pas seulement à ma compagnie, qui m'écoutait, comprenait mes blessures et mes déceptions ou du moins, c'est ce que je pensais. Il t'a manipulé, dit Laurie doucement. Ton grand-père l'a vu. Ses notes mentionnaient à plusieurs reprises comment Roland utilisait tes sentiments contre lui. Je sais. Véronica essuya une larme involontaire. Malcolm m'a montré des documents et des enregistrements de conversation. Mon Dieu, comment ai-je pu être aussi aveugle? Tu l'aimais, répondit simplement Laurie. L'amour nous aveugle souvent. Véronica regarda sa fille avec surprise, comme si elle voyait pour la première fois une femme mûre et compréhensive au lieu de l'adolescente têtue qu'elle avait toujours imaginée pour Laurie. Quand es-tu devenue si sage? Demanda-t-elle avec un léger sourire. J'ai eu un bon professeur, dit Laurie en haussant les épaules. Grand-père disait toujours que comprendre les gens est plus important que comprendre les chiffres. Ce sont les gens qui créent des entreprises, pas des journaux. Elles restèrent silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Puis Véronica reprit la parole. Lorraine, j'ai tellement honte de mon comportement. D'avoir soutenu Roland contre toi et papa, de ne pas avoir vu la vérité, même quand elle était sous mes yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais j'espère qu'avec le temps, maman. Laurie tendit la main et la couvrit de la sienne. Tu es ma mère. Quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Oui, nous avons beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à améliorer dans notre relation, mais nous sommes une famille, et les familles ne se tournent pas le dos dans les moments difficiles. Véronique serra la main de sa fille et ses yeux se remplirent de larmes. Merci, murmura-t-elle.
Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Laurie. Quitter Roland? Non, répondit fermement Véronica. Ce n'est absolument pas envisageable. Notre mariage est terminé. Il m'a demandé de partir avec lui, mais avant même d'avoir découvert ses manigances, je commençais à comprendre que quelque chose clochait entre nous. Et maintenant, elle secoua la tête, j'ai demandé le divorce il y a 2 jours. Où vas-tu aller? Laurie regarda autour d'elle dans le jardin d'hiver. Tu aimes cette maison? Je trouverai un appartement en ville, dit Véronica en haussant les épaules. Selon le testament, j'ai 3 jours pour quitter la maison. Madame Wilcox m'aide déjà à faire mes valises. Laurie réfléchit un instant. Ces dernières semaines, elle avait été tellement concentrée sur l'entreprise et sa dispute avec Roland qu'elle n'avait guère pensé à ce qu'elle ferait de l'immense demeure familiale où elle avait grandi. L'idée d'y vivre seule lui semblait étrange. Et si tu n'avais pas à partir, suggéra-t-elle. La maison est immense. Il y a assez de place pour nous deux, et c'est aussi ta maison. Tu as vécu ici toute ta vie. Véronique regarda sa fille avec espoir et incertitude. C'est ce que tu veux après tout ce qui s'est passé? Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour guérir, répondit Laurie avec honnêteté, et peut-être vaut-il mieux le faire ensemble que séparément. Bien sûr, il faudra fixer des limites et respecter l'espace personnel de chacun. Mais oui, j'aimerais ça. Moi aussi, admit doucement Véronica. Beaucoup. Les jours qui suivirent furent consacrés non seulement à la gestion de l'entreprise, mais aussi à la reconstruction de sa relation avec sa mère. Elles établirent de nouvelles règles de vie communes et trouvèrent des moyens de passer du temps ensemble sans empiéter sur l'espace personnel de l'autre. Véronica commença même à s'intéresser à l'entreprise, non pas pour interférer, mais pour mieux comprendre le monde de sa fille. Des changements ont également eu lieu au sein de l'entreprise. Laurie a réorganisé le service financier en recrutant un nouveau directeur externe, un professionnel expérimenté à la réputation irréprochable. Elle a commencé à analyser les projets lancés par Roland, dont beaucoup se sont révélés problématiques ou inefficaces. Le projet Riverbank a été entièrement repensé pour répondre aux problèmes d'eau souterraine, ce qui a augmenté son coût, mais a assuré la sécurité des futurs résidents. Le conseil d'administration a pleinement soutenu ces initiatives. Après la révélation de Roland, l'autorité de Laurie s'en trouva grandement renforcée. Même ceux qui doutaient initialement de ses capacités reconnurent désormais qu'elle avait prouvé sa détermination et son sens des principes. Un soir, environ un mois après la révélation de Roland, Laurie décida de ranger le bureau de son grand-père, devenu son bureau à domicile. Alors qu'elle triait les livres sur les étagères, elle renversa accidentellement une vieille boîte en acajou sur l'étagère du haut. La boîte tomba et des papiers se répandirent. En les ramassant, Laurie remarqua que l'une des enveloppes lui était adressée. Elle était scellée et portait l'inscription caractéristique de son grand-père, à Lorraine, à ouvrir après ma mort. Le cœur battant, elle ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre datée du jour même où son grand-père avait modifié son testament. Chère Laurie. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que je ne suis plus en vie et que vous avez reçu votre héritage. J'espère que la passation de pouvoir s'est bien déroulée, même si, connaissant Roland, j'en doute. Il est ambitieux et sans scrupules, des qualités qui peuvent s'avérer utiles en affaires si elles sont contrebalancées par l'honnêteté et l'intégrité. Malheureusement, dans le cas de Roland, cet équilibre est rompu. Lorsque vous lirez cette lettre, vous aurez probablement déjà découvert les preuves de ces machinations que j'ai rassemblées au cours de l'année écoulée. J'ai commencé à soupçonner quelque chose d'anormal en remarquant d'étranges anomalies dans les états financiers. Roland est trop sûr de sa ruse et sous-estime un vieil homme qui a bâti une entreprise de toutes pièces et qui a connu toutes les ficelles du métier. Mais cette lettre ne parle pas de lui. Elle parle de toi, ma chère petite fille, et de l'avenir de Cardwell Construction. Le secteur de la construction a toujours été difficile. Il exige des nerfs d'acier, une lucidité d'esprit et la capacité de voir loin. À mes débuts, les relations personnelles et les poignées de main étaient primordiales. Aujourd'hui, le monde a changé. La technologie, la mondialisation et les exigences environnementales modifient les règles du jeu. L'entreprise doit s'adapter pour survivre et prospérer. Tu es jeune, Laurie, et c'est là ton avantage. Tu vois le monde différemment de moi. N'aie pas peur de changer les choses, même si elles semblent radicales. Ne t'accroche pas au passé simplement parce que ça a toujours été comme ça. Les innovations que j'ai introduites sont devenues une tradition,
et les traditions ont tendance à devenir des entraves si on les laisse faire. Dans le même temps, n'oublions pas les principes fondamentaux sur lesquels notre entreprise a été construite. Premièrement, la qualité ne doit jamais être sacrifiée au profit. Nous ne nous contentons pas de construire des bâtiments, nous créons des espaces où les gens vivent, travaillent, aiment et élèvent leurs enfants. Leur sécurité et leur confort sont primordiaux. Deuxièmement, respectez vos employés. Une entreprise, ce n'est pas des murs et du papier, ce sont des personnes. Prenez soin d'eux et valorisez leur expérience et leur dévouement, mais n'ayez pas peur de prendre des décisions difficiles lorsque cela s'avère nécessaire. Troisièmement, n'oubliez pas votre responsabilité envers la société. Cardwell Construction a toujours été plus qu'une simple entreprise. Nous avons contribué à façonner Ashfield et avons participé à sa vie. Poursuivons cette tradition et cherchons des moyens de donner quelque chose de précieux à la société. Et enfin, à propos de ta mère. Véronica et moi ne nous sommes jamais vraiment comprises. J'étais peut-être trop exigeante, trop concentrée sur le travail. À la mort de ton père, j'ai cru bien faire en prenant en charge ton éducation et ton avenir, mais je n'ai pas imaginé l'impact que cela aurait sur Véronica, ni l'ampleur du fossé qui nous séparait. Je sais que votre relation n'est pas facile non plus, mais n'oublie pas qu'elle est ta mère, et que sous toutes les blessures et les différences, il y a de l'amour. S'il y a une chance de réconciliation après mon départ, ne la laisse pas filer. La vie est trop courte pour des conflits prolongés avec ceux qu'on aime. Laurie, j'ai toujours été fier de toi, ton intelligence, ta détermination, ta capacité à apprendre et à grandir. Tu me fais penser à ton père. Tu as la même étincelle dans les yeux quand tu parles de ce qui te passionne vraiment. Je suis convaincu que tu mèneras Cardwell Construction vers l'avenir avec sagesse et vision. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Elles sont inévitables. Ayez peur de ne pas en tirer de leçons. Je parle esprit tranquille, sachant que l'entreprise est entre de bonnes mains, les vôtres. Avec amour, ton grand-père, Gareth. Laurie relut la lettre plusieurs fois, sentant les larmes couler sur ses joues. La voix de son grand-père semblait surgir des pages, lui donnant ses derniers conseils et lui exprimant son dernier amour. Le lendemain matin, elle arriva au bureau avec une détermination renouvelée. L'équipe de direction l'attendait dans la salle de conférence pour discuter du plan stratégique de l'entreprise pour les 5 prochaines années. « Bonjour à tous », commença Laurie en regardant autour d'elle. « Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de chiffres et de projets, nous parlons de l'avenir de Cardwell Construction, du type d'entreprise que nous voulons être dans 5, 10, 20 ans. » Elle a ouvert une présentation montrant de nouveaux domaines de développement, la construction verte, les maisons intelligentes et la rénovation des vieux quartiers d'Ashfield. Le monde change et nous devons changer avec lui, poursuit Laurie, mais en même temps, nous devons rester fidèles aux principes qui ont toujours défini notre entreprise, la qualité, le respect des personnes et la responsabilité envers la société. En voyant les hochements de tête approbateurs et les regards intéressés, Laurie ressentit un regain de confiance. La route qui l'attendait ne serait pas facile, mais elle était prête à relever le défi. Avec les leçons de son grand-père dans son cœur et sa propre vision dans son esprit, elle mènerait l'entreprise vers l'avenir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Laurie trouva Véronica dans le jardin d'hiver, tel quel était le premier soir de leur réconciliation. Mais cette fois, sa mère n'avait pas l'air déprimée. Au contraire, elle rayonnait d'un calme intérieur. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Véronica lorsque sa fille la rejoignit. « Productif », sourit Laurie. « Nous entamons un nouveau chapitre de l'histoire de l'entreprise, et vous savez, je pense que grand-père serait fier. »« J'en suis sûr », acquiesça Véronica. « Il a toujours cru en toi, même quand on était en désaccord. Il était inébranlable sur un point, tu es l'avenir de Cardwell Construction. » Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant le jardin où les premières fleurs du printemps commençaient à percer le sol. C'était un nouveau départ pour l'entreprise, pour leur relation, pour eux deux. « Tu sais, » dit Laurie, « grand-père m'a laissé une lettre. Il parlait aussi de toi, il regrettait que vous ne vous soyez jamais vraiment compris. » C'était un homme compliqué, dit Véronica pensivement, mais je n'ai jamais douté qu'il nous aimait. C'est juste qu'il ne savait pas toujours comment le montrer. Comme nous tous, ajouta Laurie en prenant la main de sa mère. Mais nous avons le temps d'apprendre. Véronica serra la main de sa fille en réponse, et il y avait plus de compréhension et de pardon dans ce geste que n'importe quel mot ne pouvait l'exprimer. Il y avait beaucoup de travail qui les attendait sur l'entreprise, sur leurs relations, sur elles-mêmes, mais à ce moment-là, dans le calme du jardin d'hiver de la maison familiale Cardwell, les deux femmes sentaient que le plus dur était derrière elles.